Eh bien, on peut avancer. On peut avancer. Quelle est donc la troisième stat du jour à nous présenter pour ces Philadelphia 76ers 2024? Est-ce que je reste un peu dans le collectif ou je vais sur l'individuel? Je ne sais pas. Je vais aller sur l'individuel et peut-être qu'on gardera l'aspect collectif plus tard. Mais ma stat, c'était 1. Ouais. En fait, c'est simple. Joel Embiid, c'est le seul joueur de NBA à avoir au moins 35% d'usage et 1,25 points par tir tenté. Ouais, mais c'est trop facile, ça, Baptiste, parce qu'il y a combien de joueurs qui sont à plus de 35% d'usage? C'est énorme, 35. Ils sont que 3. Ouais. Ils ont que 3, mais justement, il est à 39%. J'aurais pu faire monter le curseur encore plus. C'est vrai. Il est à 39%. Ils sont que 2 au-dessus de 39%. Il y a lui et Luka Doncic. Ouais. Et donc voilà. Mais c'était, alors j'ai fait un peu exprès de faire ça justement pour insister sur garder cette efficacité avec un tel volume, justement, vu qu'ils sont que 3, un tel volume de responsabilité, c'est dément, et c'était un peu pour lancer la conversation sur Joel Embiid, qui quand même a fait un début de saison, en tout cas au scoring, je trouve que il atteint des sommets d'optimisation assez dingues. Alors, on peut avoir des critiques encore sur d'autres choses, sur la façon de chercher cette efficacité, sur son passing, etc. Mais en tout cas, sur le scoreur, voilà, on est sur un joueur qui atteint des sommets, je trouve rarement atteints. Je crois que c'est 100. Alors j'ai oublié de noter le chiffre. C'est 111, je crois. Ouais, 111 de mémoire de True Shooting Plus sur quasiment 40% d'usage. C'est presque hardenesque des années Houston, quoi. Ah, c'est totalement hardenesque. Hein. Harden a passé, on rappelle, hein, James Harden a passé toute la décennie des années 2010 à au moins plus 10%. Donc voilà. non, mais effectivement, c'est un niveau d'efficacité démentiel pour Joel Embiid. Et encore une fois, bon, ben voilà, c'est le problème. Comme ça, on peut évacuer ça de suite. C'est juste qu'il y a un mec qui est encore plus efficace, mais parce qu'en fait, il est sur une zone où personne n'est jamais allé, quasiment, hein, Jokic. Mais en fait, il faut quand même pas occulter le fait que Embiid, pour des volumes qui sont monstrueux, fait des efficacités comme dit, hein, donc depuis 4 ans, plus 11%, plus 9%, plus 13%, plus 11%. Donc on flirte avec les plus 10 à chaque fois, ou même on est largement au-dessus parfois, plus 11, plus 13. C'est un niveau qui est extraordinaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà pour une superstar, si on est plus 4, plus 5, c'est déjà bien, quoi, pour des gros volumes. On aime beaucoup. Là, plus 11%, on est sur des zones historiques, hein, et bon, je vais pas refaire le refrain comme à chaque fois, mais je crois que l'an dernier, c'était ça. L'an dernier, pour un mec qui avait un tel volume, c'était la saison la plus efficace de l'histoire, avec un volume aussi monstrueux. Alors, comme dit, si tu descends un peu le curseur du volume, bah, tu trouvais des Curry, des Kevin Durant, des LeBron, des Jokic qui sont les seuls à peu près qui ont jamais fait plus. Mais ouais, on est sur un niveau d'efficacité qui est absolument dingue. Et comme tu dis, c'est une question d'optimisation également, avec une évolution du style de jeu depuis 4 ans, en fait, depuis l'arrivée de Daryl Morey. Hein, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Où avant, on avait surtout un joueur de post-up qui, justement, voilà, il était déjà élite, mais il tournait autour des plus 6, plus 5, plus 6%, ce qui était déjà extrêmement bien, entendons-nous. C'est juste que depuis 2020, enfin donc du coup automne 2020 et donc saison 2021, il est dans une zone complètement différente parce que on a fait évoluer son jeu de simple joueur de post-up entre guillemets à plutôt qu'être d'être dos au panier, on va aussi te mettre face au panier. Et on va te mettre face au panier, même parfois depuis un peu plus loin. C'est-à-dire que pas seulement le post-up dans un coin du terrain, là, proche du panier, mais aussi isolation face au jeu. PS, j'ai fait un podcast là-dessus si ça vous intéresse, le vrai volume de 1 contre 1 de Joel Embiid. Et voilà, il y a pas mal de ces post-ups qui ont été transformés en isolation en tête de raquette ou face au jeu. Et ça débloque plein de trucs au niveau du passing, mais ça débloque aussi plein de trucs au niveau du scoring. Parce que, en fait, on a un alliage de puissance, mais aussi avec toucher de balle, coordination, jump shot aussi, qui est assez dingue. Et ce qui fait qu'on a, voilà, on a ce monstre d'efficacité qui pour de tels volumes d'utilisation et de responsabilité, c'est clairement, c'est quasiment du jamais vu, en fait. C'est ça, et là je suis allé voir, et du coup en fait si on prend juste 30% d'usage, il y a que Giannis et Jokic qui sont plus efficaces que lui. Il est 3e, ouais. Et il est 3e, mais comme dit,
le volume compte aussi, et 39% de usage, bah Yanis il est à 33 quoi, plus 6%, c'est vraiment un gros écart. Et Joel Embiid, enfin avoir cet usage, c'est du coup un moteur offensif pour une attaque, c'est absolument délirant. Mais c'est vrai aussi, il faut le dire que ça recroise un peu avec ce qu'on avait dit, et peut-être que la saison prochaine, ce sera peut-être là l'évolution collective à avoir, mais il y a peut-être une trop grosse omnipotence. Alors c'est un peu tout le débat qu'il y avait à chaque fois, mais sur ce joueur, ça recoupe parfaitement avec, en fait, bah, quand t'enlèves ce moteur offensif, waouh, il y a une grosse chute d'efficacité globale, sans même compter la création qui crée un peu indirectement avec sa présence et sa gravité de scoreur, quoi, tout simplement. Ouais. Alors pour dire au niveau de l'usage, donc du volume d'utilisation, on a la stat depuis 1980. Donc j'ai pas les stats pour avant. Avant, on sait que des Jerry West, des Will Chamberlain ont fait des scores d'efficacité incroyables, Abdul Jabbar aussi. Et donc bref, depuis 1980, pour vous dire, des gens qui ont fait plus de 30% d'usage et au moins plus 10% d'efficacité relative à la moyenne, donc plus 10% par rapport à la moyenne, comme Embiid actuellement, il y a à peu près une soixantaine de saisons, depuis 1980, depuis 40 ans, bientôt 45 ans. Donc voilà, ça place aussi Joel Embiid à ce niveau-là. Après, tu sais, il y a toujours la discussion, est-ce que c'est beau, est-ce que le style de jeu, provoquer des fautes, c'est pénible. Oui, on est tous d'accord, mais enfin, c'est pas la question, quoi. C'est un peu comme avec James Harden, on me dit oui, mais la provocation de faute, c'est pas bien, le style de jeu, ça tue le basket. Oui, évidemment, on peut peut-être discuter de la beauté, mais en même temps, il y a aussi les résultats qui sont là, et au niveau des résultats, c'est quand même assez extraordinaire. Mais alors, pour prolonger la conversation, si tu veux, je peux caler une de mes stats, moi, qui était 1,41 aussi. 1,41, c'est points par tir sur des drives. Sur des drives, donc sur des tirs en fin de drive, 1,41 points par tir. C'est deuxième de NBA. Voilà, c'est tout simplement le deuxième driver le plus efficace de toute la NBA. Derrière qui, Baptiste? Derrière qui? Derrière Luka Doncic. Hein? Non, Luka Doncic est un peu moins efficace, mais parce que j'ai pris un filtrage avec pas autant de drives que... J'ai pas pris que les gros drivers, hein. J'ai pris plus de 5 drives par match, donc j'ai pas pris les gros drivers. Non, mais il y a Jokic évidemment qui est devant, à 1,43 plutôt que Embiid à 1,41. Mais non, mais la différence, c'est que, c'est ça aussi mon propos, c'est que la différence, c'est que Embiid fait beaucoup plus de drives que Jokic. Donc, tu vois, Jokic est à peine à 5 et Embiid est à plus de 8. Donc, c'est quand même un écart assez notable. Et par contre, voilà, tu prends minimum 8 drives par match, ce qui, en fait, 8 commence à être parmi les gros drivers, hein, de NBA. Mais en fait, il est premier parmi ces drivers, allez, pas gros, on va dire, mais modérés, clairement. Et je voulais surtout insister sur à la fois l'efficacité, mais aussi le volume, parce que c'est une évolution. Et ça fait un peu partie de cette évolution, comme on a décrit déjà, de l'évolution du profil de score de Embiid, qui partait de simple joueur de post-up classique à aujourd'hui beaucoup plus face au jeu. Ça, c'était la première adaptation entre 2021 et 2023. C'est le post-up, retourne-toi, tu le fais face au jeu et tu le fais en tête de raquette plutôt que dans la zone des post-up. Et donc, cette année, nouvelle évolution. Le nombre de drives a bien augmenté pour être à plus de 8 par match, hein, ce qui est assez énorme pour le coup. Et donc, on a aussi cette notion de, aujourd'hui, c'est plus juste isolation statique, plein centre du terrain face au panier en tête de raquette. On le fait aussi partir depuis plus loin, en fait. On le fait partir dans cette fameuse weave offense de Nick Nurse, en fait. On le fait attaquer en mouvement et on voit que, bah oui, ça va pas être des drives. C'est pas des drives comparables à ce que peut faire un SGA ou ce que peut faire un Doncic. On est d'accord. Mais c'est pas du tout le style, c'est pas pareil. Mais ça reste un drive. Et notamment, il y a un truc qui est assez dingue, c'est que dans cette weave offense où tu fais des jeux de main à main, du mouvement avant d'attaquer, bah, le défenseur est toujours un peu obligé de suivre qu'est-ce qui se passe. Hein. Est-ce que je dois faire un changement sur l'écran parce qu'il y a Tyrese Maxey qui déboule sur le jeu de main à main? Est-ce que je reste sur Embiid, etc., etc. Et donc, en fait, tu permets aussi de mettre en mouvement et donc créer un peu une menace. Et ensuite, bah, le secret, c'est que Embiid, si le défenseur en face, il n'est pas complètement ancré au sol, il n'est pas bien concentré, bah, tu le fais attaquer ensuite sur drive. Et en fait, c'est fini parce qu'il a un degré de puissance qui est beaucoup trop grand pour l'entièreté de la NBA. Donc, c'est ce qui fait qu'on a, sur des joueurs à plus de 8 drives par match, bah, c'est le meilleur de NBA, quoi. Alors, plus de 5, non. mais plus de 8, c'est le plus efficace de NBA. Et je trouve que, encore une fois, c'est peut-être la troisième étape dans cette évolution de post-up, ensuite isolation, et maintenant on a du drive qui arrive. Ça fait quand même plaisir de voir parce que comme dit, c'est un package qui est tellement inédit dans ce nouveau spacing, ce package de puissance et mobilité que bah ouais, c'est une arme absolument dingue.
Absolument létal, ouais. Je suis d'accord et j'ai une question un peu pour toi. Alors je sais pas si tu veux continuer sur l'attaquant ou pas, si t'as encore d'autres chiffres sur Joel Embiid, mais finalement du coup parce que une des forces du profil de Joel Embiid quand il arrive en NBA, c'est aussi sa défense. Et je voulais, du coup, vu qu'on n'a aucune stat autour de la défense, je voulais un peu avoir ton avis sur sa saison défensive et même son utilisation qui est assez intéressante, je trouve, de la part de Nick Nurse, qui est un peu différente de ce qu'il a connu avant. Et puis même en playoff, je trouve que alors il a été très limité et ça a un peu contraint certains schémas, notamment on pouvait pas forcément, je pense, vu son état physique, il pouvait pas forcément sortir agressivement sur Jalen Brunson, donc il a été gardé beaucoup plus proche du panier, mais avec Kyle Lowry qui ça va te faire plaisir, qui a fait une série défensive assez hallucinante. Comment t'as jugé sa saison défensive à Joel Embiid, ou en tout cas sa demi-saison défensive? Bah, j'ai l'impression que c'est un peu une habitude maintenant depuis quelques temps. On est loin pour moi, ce qui était le prime défensif de Embiid, début de carrière jusqu'en 2020, quoi, grosso modo, où c'était n'importe quoi. Là, bah, forcément, quand tu prends plus de volume offensif, et comme tu l'as décrit, bah, c'est un volume qui est non seulement gros, mais enfin, il est pas juste gros, quoi. Il est faramineux, il est monstrueux, ce volume. Donc, mécaniquement, bah, tu as toujours la même dose d'énergie à allouer. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait un peu moins d'implication ou de côté élite à tout moment du match. Et c'est vrai qu'on a un peu cette tendance depuis quelques temps. Et ce qu'on a aussi comme tendance, c'est les saisons régulières sont un peu plus, entre guillemets, à la cool, même si on pourra développer aussi derrière, mais un peu moins fantastique. Mais par contre, en playoff, on a toujours ce truc de quand il veut, il peut redevenir ce joueur qui était transcendant en défense, et notamment en protection de panier. Parce que lui, pour le coup, il aurait déjà dû avoir peut-être un ou deux de trophées de défenseur de l'année, je pense, mais il y a un côté monstrueux de protection de panier avec longueur de bras, évidemment, taille et longueur de bras, la puissance aussi, où tu vois, c'est pas un mec qui peut se faire enfoncer en protection de panier, que, tu sais, où il y a des mecs très grands, très longs, mais quand ils font de la verticalité, t'as le driver qui leur rentre dedans et qui est Mo Bamba, voilà. Mo Bamba, par exemple, a toujours été très grand, très long, mais il n'a jamais su tenir son territoire, alors que Embiid, tu rebondis dessus, quoi, grosso modo, plus au-delà de la partie physique, moi, ce que j'ai toujours bien aimé, même à l'époque de la draft, c'était un aspect pour moi, là où il est élite, c'est aussi la réactivité, je trouve. C'est-à-dire le côté timing, de monter au contre ou de réagir à temps, ce côté réactivité est assez élite chez Embiid. Et tu vois, je parle de ça, mais je pense que la série de playoffs 2024 contre les Knicks, on a bien vu que dès qu'il voulait au panier, il pouvait dominer. 2023 encore mieux, encore plus même, tu sais, contre Boston. Il manquait un peu d'endurance sur la fin de série, mais le début de série, il est incroyable défensivement en termes de dissuasion, de protection de panier, c'est monstrueux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sans doute sur un cas où il peut pas tenir ça sur une entièreté de saison régulière. Je pense pas que ce soit l'objectif non plus, parce que c'est peut-être plus rentable d'avoir l'apport offensif, quoi, plutôt que la défense comme ça, et de pas avoir un attaquant aussi fabuleux. Mais je trouve que il y a un peu ces récurrences des deux côtés. Et oui, on doit dire qu'il est moins bon en défense en saison régulière, mais il y a aussi l'autre aspect qui est que, en même temps, on sait aussi qu'en playoff, il se réveille, entre guillemets, ou en tout cas, il est bien meilleur. Mais donc, il y a un peu les deux, quoi. Il n'y a pas juste... à mon avis, ce serait injuste de dire simplement qu'en saison, il est à la cool. Non, il y a aussi l'aspect mais en fait, quand il veut, et quand l'équipe en a besoin, surtout, il peut aller un peu puiser dans les ressources et se dépenser un peu plus et redevenir ce défenseur d'élite, en fait. Ouais, clairement. Je trouve que les deux dernières séries de playoffs qu'il a jouées, c'est vraiment le niveau de dissuasion est assez incroyable. Et voilà, t'as un peu en fait ce côté où il y a certaines fois en saison régulière, il va pas venir faire la rotation et il va un peu s'oublier. Et là en playoff, je trouve que on est sur un niveau assez incroyable et c'est assez fou en fait quand j'y repense que les Knicks ont survécu sur beaucoup du rebond offensif, etc. Et aussi sur un peu, on a eu cette répétition du côté, et c'est quelque chose qui est un peu classique dans sa carrière, mais du Joel Embiid va être amené quasiment sur tous les pick and roll pour le fatiguer le plus possible, parce qu'on sait que peut-être ce qui lui manque un peu, c'est du coffre, finalement, avec Joel Embiid, d'autant plus avec ce volume de responsabilité offensive, d'autant plus quand il est un peu blessé, comme sur les deux dernières campagnes de playoff. Donc il se fait tout le temps cibler sur pick and roll. Mais quand tu dis du coffre, c'est plutôt de l'endurance, quoi. C'est pas le coffre, la puissance de l'épaisseur. Oui. Ça, là, tu veux dire du stamina, quoi, grosso modo.
Ouais, voilà. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est de la répétition d'efforts. Peut-être qu'il ne l'a pas à un point. En tout cas, je sais même pas si c'est humain d'avoir ce volume de responsabilité offensive et de pouvoir être partout en défense sur chaque possession, être très concentré, etc. Mais oui, c'est vrai que ça m'intéressait d'avoir ton avis parce que même diminuer finalement, alors les Knicks, je suis pas forcément très objectif, mais je trouve que sa série défensive, elle est assez incroyable, quoi. Elle est assez incroyable face aux Knicks. Franchement, c'est encore une fois, enfin, oui, j'avais ce sentiment de le voir revivre alors qu'il était encore moins, il était comment dire, touché physiquement. Donc ouais, je partage ton avis. Bah ouais, non, mais c'est vraiment, à mon avis, tu vois, c'est quelqu'un qui, dans son prime défensif, quand il veut, je veux dire, sur ses meilleurs matchs, l'écart avec un Gobert, il est pas si grand que ça, quoi. Alors, la différence, c'est qu'il peut pas avoir cette implication sur 82 matchs, quoi, évidemment. Mais franchement, ouais, c'est assez monstrueux. Et tu vois, même, bon, en saison régulière, moi, je trouve qu'il y a pas mal de fois où il fait pas la rotation alors qu'il pourrait, ou voilà, ce genre de truc, il est proche de la raquette, il y a un drive qui arrive, bon, il fait pas tout le temps l'effort, ou voilà. Mais ça fait partie un peu du côté économie logique, en tout cas. Ça veut pas dire que c'est bien, mais ça se passe comme ça en NBA. Et puis voilà, on peut le comprendre, le côté j'ai tellement de volume en attaque que je vais pas forcément faire autant d'efforts en défense que je pourrais. Ok, mais tu vois, même ça, même malgré ce petit truc de allez, je fais pas toutes les actions forcément à 100%, je fais pas toutes les rotations même si je suis pas loin. Tu regardes à quel point ce qui fait baisser l'efficacité adverse au panier, même en saison régulière, je veux dire, pas en playoff, même en saison régulière, il est à moins 10%. Donc la barre des moins 10% de perte d'efficacité infligée aux adversaires relatif à quand ils shootent contre quelqu'un d'autre, c'est élite. Hein. La barre des moins 10, c'est la barre d'élite. Hein. Ils sont même pas 4 ou 5 en NBA cette année à le faire. Et voilà, même encore ça, je veux dire, tu vois, il y a des fois il fait pas la rotation, mais en fait quand il l'a fait, il y a encore ce degré de domination, quoi. Donc oui, Embiid et le côté. Et puis j'avais un autre point, tu vois, par rapport à ça. Je pense qu'on n'a même pas encore pu déverrouiller totalement son potentiel défensif. Je me souviens du tout début de saison, c'était le fameux match contre Milwaukee, hein, je crois que le premier match de la saison en prime time, on avait commencé à voir un Joel Embiid un peu en roamer, en fait, en safety. Ouais, off-ball, ouais. C'est ça, ouais. En fait, il était placé sur Lopez, qui a un shoot, ok, Brook Lopez, mais sauf qu'en fait, Nick Nurse lui avait dit, mais non, mais tu respectes pas. C'est-à-dire que même Brook Lopez, qui a un 3 points, tu respectes pas, et en fait, tu vas rôder autour de la raquette, tu vas rôder autour du panier, tu fais le safety, quoi, le libéro défensif. Et c'était un truc qui m'avait vachement encouragé en début d'année. Je me suis dit, ah tiens, on pourra avoir une saison de défenseur de l'année, en fait, hein, très, très nettement, de Embiid, s'il joue comme ça toute l'année. Bon, il y a des nuances de volume, on a déjà expliqué, mais je pense qu'il y a aussi peut-être le fait que l'effectif n'était pas parfait cette année, comme on a déjà dit, année de transition, et que pour moi, il manquait un peu un profil qui lui aurait permis d'être beaucoup plus souvent off-ball. Tu vois, tu prends l'exemple de Gobert. Qu'est-ce qui fait que Gobert est à ce point fabuleux? C'est qu'on arrive à déverrouiller ce potentiel de safety défensif de libéraux. Pourquoi? Parce que quand il y a un gros sur le terrain, il peut être défendu en 1 contre 1 en match-up direct par Karl Anthony Towns. Et donc c'est ce qui permet de dire l'autre gros Gobert, on n'est pas obligé de le mobiliser sur un gros adverse, quoi. On lui laisse cette liberté, on te met sur un petit, on te met sur un non-shooter et puis tu l'abandonnes et tu fais le safety. Et c'est pareil partout, hein. Tu prends tous les mecs qui font du roaming, c'est un peu pareil. Robert Williams à Boston à l'époque, il pouvait se permettre ça parce qu'à côté il y avait Al Horford qui pouvait défendre le gros. Donc si tu veux, t'as pas ce côté, t'avais ce luxe là en fait. Et aux Sixers tu pouvais pas faire ça parce que imagine, tu dis non mais Embiid, on va t'utiliser en roamer, en safety, en libéro défensif, loin du ballon, on te met sur n'importe quoi, hein. On te met sur je sais pas moi, sur Aaron Gordon, comme ça tu l'abandonnes et tu fais l'essuie-glace. Ok, mais tu mets qui sur Jokic? Bon, je prends un exemple très caricatural, mais tu vois un peu l'idée, quoi. Je pense que ça manquait un peu un profil qui est capable de tenir au moins un peu sur les gros adverses et qui pourrait en fait déverrouiller et complètement permettre de déployer Joel Embiid en fait en off-ball. Non mais clairement. Alors c'est marrant parce qu'en plus il y a eu, du coup c'était l'année passée, il y avait eu ce fameux match où c'est mi-temps et PJ Tucker qui revient sur Jokic. C'est ça, ouais. Mais PJ Tucker n'était pas là cette année, hein. C'est ça aussi le truc. C'est que post 4, c'était Tobias Harris, c'était des mecs comme ça, ou Covington, le projet a échoué, mais voilà.
Et en plus, dans les ailes, du coup, c'était, on va dire, dans le 5 majeur, c'était Kelly Oubre et Tobias Harris. Voilà. Même s'il y avait Nico Batum en réalité qui était intéressant. Mais Nico Batum et Kelly Oubre ont beaucoup plus été utilisés en tant que défenseurs du point d'attaque. Notamment, si on prend la série de playoffs, du coup, c'est un peu le seul où on a eu cet effectif final et Joel Embiid. C'était Kelly Oubre et Nicolas Batum qui étaient sur le point d'attaque parce que on préfère avoir Kyle Lowry off-ball parce qu'il a ce volume et parce que Tyrese Maxey, on veut le cacher le plus possible et donc fatalement, en fait, tu te retrouves à pas pouvoir utiliser Joel Embiid dans le rôle que t'as décrit. Parce que sinon, tes autres défenseurs, si tu pars du principe que c'est soit Kelly Oubre, soit Nico Batum on-ball, ça veut dire qu'il te reste Tobias Harris et Tyrese Maxey off-ball et c'est difficilement échangeable avec un Joel Embiid, quoi. Donc il y a eu ce problème un peu structurel du côté des Sixers, qui a fait qu'on n'a pas pu le débloquer qu'on n'a pas pu le débloquer complètement, même si je sais plus, mais je crois qu'il y a un match à Boston aussi où il est utilisé pas mal en roamer. Oui, parce qu'il y a personne à défendre en intérieur à Boston, donc on peut se permettre ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, donc il y a eu quand même plus d'utilisation déjà. Il y a eu des prémices, on va dire, d'une utilisation un peu différente. Et c'est vrai que là-dessus, on verra comment sera utilisé Paul George, mais je trouve que le duo offensivement, on verra ce que ça donnera, mais défensivement, il est assez alléchant. Ouais. Non, mais voilà, exemple simple, notamment, on aime bien mettre un roamer, un safety sur un non-shooter. Le meilleur exemple, c'est OKC. Les adversaires mettent souvent le pivot sur Josh Giddey, en tout cas à l'époque, parce que quand Josh Giddey y était, parce que tu respectes pas le shoot de Josh Giddey et tu peux faire le roamer, le safety qui est totalement libre d'aider au panier. Voilà, les Sixers, tu peux pas faire ça parce que Chet Holmgren, s'il est défendu par Kelly Oubre ou par Tobias Harris, c'est pas assez, quoi. Donc en effet, tu vois, je pense que malgré les nuances qu'on a pu dire sur en saison régulière, on n'aura jamais un Embiid au niveau de ses premières années, au niveau 100% défense, etc. Je pense tout de même que tu peux aller gratter un peu plus de valeur avec ce côté flexibilité de line-up et peut-être un profil qui peut permettre de gérer un peu les gros pendant que tu déploies off-ball Embiid un peu plus, quoi. Et ça a peut-être un peu manqué. Je dis pas qu'il fallait pas échanger Tucker. Je pense que ça a été une très bonne chose en termes de salaire parce que c'était un peu la fin puis Tucker, mais en tout cas il a porté ça sur l'année 2023. C'est un peu ce côté flexibilité qu'on n'a pas eu cette année. Donc de facto, on pourrait avoir encore un bid un peu meilleur en défense. Et puis, tant qu'à faire, pour conclure sur le cas Embiid, effectivement, il me restait 2-3 stats offensives. Au niveau des post-up, 6 par match, deuxième de NBA en termes d'efficacité. Deuxième en volume, et premier à égalité en termes d'efficacité. Meilleure efficacité sur post-up de NBA, bassiste, égalité avec Nikola Jokic. Évidemment, ça s'invente pas. Parmi les gros volumes, parce que je crois que Porzingis sur des plus petits volumes fait un peu mieux. Mais c'est aussi pour montrer ses évolutions offensives où il passe en 2018 à l'époque, donc le début de carrière, comme dit, joueur de post-up classique, on est quasiment à 10 par match. Là, on est plus au niveau des 5-6 par match de post-up avec beaucoup plus d'isolation et de drive. Donc on a cette évolution stylistique qui, à mon avis, va se continuer pour l'an prochain. Et puis 51% sur les longs tirs à 2 points. Pour vous dire, au niveau des longs tirs de points, donc les mi-distances, les longs tirs de points, en général, autour des 40%, on commence à dire « Ah, c'est bien, 40%. » 51%, c'est une zone d'efficacité sur les longs 2 qui est assez dingue. Donc voilà, toucher de balle, le jump shot magnifique de Embiid. 41% à 3 points cette année, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Quasiment 20% de shooting foul percentage, donc la barre des 20%, c'est la barre des provocateurs de fautes d'élite. Shooting foul percentage, provocation des fautes pendant un tir. Donc il est au niveau des Giannis, des mecs comme ça, quoi, l'élite de l'élite. Et puis comme tu dis, au niveau de l'efficacité générale, 3e de NBA parmi les gros volumes à plus de 30% d'usage. Donc voilà, saison encore une saison magnifique qui d'ailleurs, je crois qu'on commençait à parler même de MVP et à mon avis a raison sur la première partie d'année en fait, avant qu'il se blesse. Bon, évidemment, il n'a pas joué assez de matchs, mais voilà. Ok pour Joel Embiid, on suivra la défense, on suivra le passing, on suivra aussi l'évolution dans les schémas de Nick Nurse. Ça pourrait continuer un peu à changer. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.